Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue surtout aux tout nouveaux abonnés parce que je viens de m'apercevoir qu'on a encore davantage d'abonnés. Je remercie surtout les gens qui me font confiance et grâce à eux, j'arrive à avancer dans cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 26 objets que les Français ont restitués en Afrique. Les 26 objets sur 7000 ou 70 000 objets volés et conservés dans les maisons de recel, que eux appellent ici des musées. Allez, c'est parti, générique. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Voilà, ce que j'aimerais d'abord exprimer avant de commencer cette émission, ce sont tous les comportements de ces journalistes, que ce soit de l'Occident et que ce soit africain. Vous allez voir le président Tshisekedi qui dit comme quoi qu'il est super content que les Belges ont conservé ces objets. Et les journalistes africains aussi qui sont là comme si c'était une joie que ces objets volés soient restitués, comme si ça avait été conservé ici, or que c'était tout simplement du vol. En gros, ce qui s'est passé avant de voler ces objets, c'est qu'ils ont dû tuer, massacrer complètement un peuple et complètement les déshumaniser, les débrancher complètement de leur culture et faire d'eux comme s'ils étaient un de leurs. Et les preuves sont jusqu'à présent comme quoi qu'ils ne nous considèrent pas comme un de leurs. Et maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils ne considèrent pas leur propre peuple comme un de leurs. Donc, ce que je trouve vraiment à vomir, c'est qu'ils sont là en train de dire que ce soit les Belges, pour la politique, les gouvernements belges, pas le peuple belge, le gouvernement belge et le gouvernement français ont conservé ces œuvres. Ils l'ont conservé pourquoi? Ils sont allés là-bas faire des visites, ils ont vu des tribus en train de se massacrer entre eux et ils ont pris les objets, ils ont mis ça dans des maisons de recel qu'ils appellent ici des musées. Et maintenant que les Africains, les sauvages africains ont fini de se battre entre eux comme des imbéciles, et ben, les Africains demandent de restituer les 70 000 ou 70 000 objets, ben, ils vont dire tiens, on va vous restituer 26 objets. Ils vont restituer quoi? Des sandales, des ongles, des petites bagues, des sourcils. De qui se moque-t-on? Certains se posent encore la question, faut-il restituer des œuvres d'art au continent africain? Personnellement, je ne comprends même pas pourquoi on se pose la question. Les peuples d'Afrique n'ont pas accès à leur culture, ils en ont été dépossédés. Ce constat nous ramène en particulier à la sombre histoire coloniale. Cela nous rappelle comment ces objets ont été captés, comment ils ont été déplacés et dans quelles conditions. C'est notre culture, donc je pense que c'est à nous d'en être les gardiens du temple. Alors moi je pense que c'est une bonne chose que cela se fasse parce que on est en Afrique, on parle là d'une identité africaine. Ces œuvres ont été dérobées, volées à l'Afrique et donc ce serait une bonne chose en fait qu'elles nous soient restituées d'une manière ou d'une autre. Si une œuvre d'art qui a été volée est restituée, ça signifie d'une certaine manière que notre identité est revenue et qu'on peut donc la vivre pleinement. Mais aussi, je suis convaincu que sans culture, on n'est rien. Ce que nous valorise le plus, c'est notre culture.
Le fait qu'on accepte et qu'on reconnaisse que quelque part il y a eu vol. Vous voyez, voilà. Dès le moment où il y a déjà cette acceptation de ce mal qui a été fait à un peuple, à une population, bon, ça me plaît déjà. Des objets fortement symboliques, royaux, issus d'un conflit militaire, et il faut les retourner. Ça, c'est seulement la dignité d'un État qui est en jeu. Oui, c'est important de restituer. Cela permet effectivement de rétablir des rapports de force et aussi de respect vis-à-vis de cette culture, parce qu'à un moment donné, il y a eu désacralisation. Cela pourra effectivement corriger cette notion de domination et restaurer la notion d'égalité et de droit et aussi cette notion du vivre ensemble pour continuer les coopérations. Donc, restituer ces trucs-là, c'est très important pour enfin retravailler notre histoire. Parce que c'est en lien avec notre histoire. Les œuvres authentiques de l'Afrique authentique, ne sont pas en Afrique. Et puis ces œuvres étaient des œuvres bien avant la colonisation. C'était vraiment un patrimoine de l'Afrique. Dans la spiritualité africaine authentique, les initiés comprenaient l'univers comme étant composé du Ba, c'est-à-dire l'âme, du Ka, l'esprit ou le spirituel, et du Kat, le matériel. L'homme étant au centre de la réflexion de ces aspects est celui qui manipulait ses forces pour faire le bien ou le mal. Ceci dit, à travers des rituels précis, l'esprit ou l'énergie animait la nature incorruptible. Le monde invisible prime sur le monde visible. Par conséquent, lorsque l'initié fabrique des masques, ou statuettes, voire sculptures africaines, ce n'est pas pour faire de l'art ou de tenter de matérialiser ces choses. En réalité, ces choses représentent des énergies ou esprits qui communiquent avec notre subconscient. Les masques africains sont fabriqués pour structurer le cas ou l'esprit de l'individu. C'est ce que l'on appelle la communication mystique, mais en réalité, c'est la crypto-communication africaine, car elle structure nos archétypes mentaux. C'est parce que les Africains d'aujourd'hui n'arrivent plus à expliquer leur propre science antique qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Lorsque les arabo-musulmans et les chrétiens européens sont venus en Afrique, ils avaient compris que les masques et les autres objets africains étaient la force du peuple kémite ou africain, et ces masques les protégeaient sur le plan spirituel. C'est pour cette raison que pour détruire le peuple africain, ils ont d'abord détruit la plupart des masques, ils ont volé d'autres masques africains puissants, puis ils ont brûlé nos temples africains pour les remplacer par les églises et mosquées qui gangrènent le continent. Nos masques sacrés sont toute la puissance de nos royaumes ancestraux. Et ils étaient placés à des endroits stratégiques pour structurer l'énergie environnante, afin de permettre un équilibre social. C'est pourquoi dans l'Afrique ancienne, il n'y avait pas de prison. On faisait des rituels précis pour structurer l'individu atteint de troubles spirituels ou psychiatriques, comme on dit aujourd'hui. Et cela fonctionnait. Nos ancêtres, les pharaons, avaient déjà rationalisé ce savoir. C'est pourquoi vous voyez le sphinx et d'autres statues qui sont en fait des points stratégiques pour structurer le cas ou l'énergie de chaque individu qui rentrait dans les temples. Les objets sacrés étaient aussi utilisés pour les rites funéraires. Lorsque l'individu africain décédait par exemple, on ne disait pas qu'il était mort, on disait qu'il est parti et l'initié ancestralisait le mort en faisant une statue à travers un rite cultuel pour le représenter ici-bas. La statue ne ressemble pas au mort, mais spirituellement parlant, c'est lui. Donc on essaie de le faire revenir, d'où le fait que nous avons cette croyance en la réincarnation qui est partie intégrante dans nos traditions locales. Vous comprenez donc ici que détruire nos masques ou les séquestrer en Europe, c'est en fait tuer ou renier nos ancêtres morts pour notre liberté. Le fait que les Africains colonisés spirituellement par l'impérialisme arabo-musulman et chrétien traitent notre pouvoir africain de fétiche qui ferait du mal on ne sait à qui, alors que c'est une science que nos ancêtres pratiquaient afin de structurer surtout nos villages, montre à quel point l'Africain a tragiquement sombré
dans l'ignorance. Il faut revenir à ces connaissances et il faut les rationaliser afin qu'elles soient enseignées dans nos écoles et universités. Plutôt que de lire la Bible et le Coran qui sont des fétiches étrangers, disons-le clairement, ces livres sont purement étrangers et on ne doit plus lire ces bêtises. Ce sont des bêtises, c'est pour nous endormir. Il faut voir comment est-ce que les journalistes de l'Occident parlent de ces objets. Comme une victoire d'eux. Donc un voleur qui vole et restitue, il trouve ça comme une victoire de lui-même de rendre ces objets volés. Vous voyez un peu cette transformation-là. C'est incroyable. Et ils font diffuser ça dans tous les médias ici, comme si c'était une victoire pour eux. Ces objets-là qu'ils ont volés, à l'époque, il y a au moins eu, je ne sais pas combien de générations, des gens, de familles qui sont morts complètement tués, massacrés. Ils ont pris tout ça, ils ont exposé ça chez eux comme des trophées. Pour moi, c'est des expositions comme des trophées. Je t'ai massacré, je t'ai tué, je t'ai retiré ta culture. À la place, je te place une Bible, tout ce que tu veux, et voilà. Les gens peuvent visiter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait comme victoire. Et les Africains seront bien contents, ils sont contents de voir tous ces objets restitués chez eux. Vraiment. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des gens encore qui ont des têtes et qui comprennent cette vaste blague. En Belgique, le débat sur la colonisation en Afrique n'a pas encore vraiment eu lieu. Cela fait pourtant longtemps que la diaspora congolaise le réclame. Pour cette militante, l'existence même du musée de Tervuren est un scandale. C'est comme si on avait un musée au Congo qui exposait les bijoux de votre grand-mère après l'avoir tuée, après avoir mis à feu et à sang votre ville en Belgique ou en France, et qu'on vous dise il faut payer l'entrée du musée pour voir les bijoux volés de votre propre grand-mère. C'est une violence post-coloniale très forte. Ce que nous on demande, c'est la restitution des biens culturels. Donc que le musée par ailleurs se décolonise est une très bonne chose si le travail a commencé, mais tant que les biens culturels mal acquis ne sont pas restitués, notre demande n'est pas rencontrée. Fondé il y a plus d'un siècle par Léopold II pour glorifier les conquêtes belges au Congo, le musée de Tervuren possède l'une des plus grandes collections d'art d'Afrique centrale. Petite visite guidée. Ici, on voit là donc quelques attributs de la royauté rwandaise. Il inclut donc une coiffe du Mwami du Rwanda. C'est un des chefs-d'œuvre du musée, donc c'est une statue des peuples Congo qui est donc utilisée par un guérisseur traditionnel. Alors qu'à côté, on voit donc un tableau de Chéri Chérin qui habite donc à Kinshasa. Il y a par exemple les gens pauvres qui doivent se débrouiller soit avec la médecine traditionnelle, soit aller prier à l'église. Ceux qui ont plus de moyens peuvent se permettre d'aller à l'hôpital. Et les vrais riches, ils prennent l'avion pour se faire soigner à l'étranger. Ces œuvres contemporaines, exposées à côté des trésors archéologiques, font partie de la nouvelle scénographie du musée. Le premier musée colonial à être décolonisé. Ce tableau-ci a été spécialement commandé au célèbre peintre congolais Chéri Samba. Le tableau montre en fait un conflit entre deux parties. Donc il y a d'un côté donc les employés du musée et de l'autre côté il y a donc la diaspora congolaise et il s'agit donc de la statue de l'homme léopard comme tous les Belges le connaissent. Cette statue de l'homme léopard et d'autres de la même époque sont désormais exposées dans une petite salle annexe. Une manière symbolique de les enterrer une fois pour toutes. Le
ministère des colonies utilisait donc le musée comme un outil de propagande. Donc le message était très clair. Cette statue était vraiment destinée à montrer aux Belges comment la colonisation était nécessaire pour civiliser ces Congolais soi-disant sauvages. Ce sont des moules en plâtre qui étaient donc mis sur le visage de la personne concernée. Et comme vous voyez, donc, ils ont les yeux fermés pour des raisons bien évidentes. Mais on sait aussi donc, que les gens avaient très peur. Ils ne savaient pas pourquoi ils devraient faire cela. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Mais le résultat, c'est clair, effectivement, que ce sont des statues qui sont presque comme des photographies. Décoloniser un musée colonial, pour les équipes d'archéologues et d'ethnologues, le défi est immense. Parmi les initiatives de ce musée désormais baptisé Africa, il y a aussi cette salle. Elle est entièrement consacrée à l'Afrique avant la colonisation, une période particulièrement méconnue. Depuis le 19e siècle, il y a des philosophes ou même des présidents, des hommes politiques qui disent que l'Afrique est un continent sans histoire. Et en fait, cette salle, elle a cet objectif-là. Elle a l'objectif de montrer qu'il y a une histoire et qu'elle est très très longue, puisqu'en fait, elle s'étale ici sur 2 millions d'années. Des outils en pierre retrouvés en Afrique centrale, à ces poteries très anciennes, on arrive au trésor du royaume Luba, fondé au XVIe siècle. Par exemple, ces pagaies ici, ce sont des sceptres de pouvoir. Alors, ils évoquent une pagaie parce que, bien, dans le mythe de la royauté Luba, il y a des moments importants du mythe qui sont en rapport avec des passages de rivière ou avec la rivière. Et donc, c'est une évocation de ce rôle dans l'histoire. Et ici, cette vitrine-ci parle de ce qu'on pourrait appeler à la fois les mains, les bras armés du pouvoir et en même temps les contre-pouvoirs. Ce sont les sociétés, les associations qui existaient autour du royaume Luba, avec notamment le Bamoudier, qui était une société d'historiens. Cet objet que vous voyez ici, c'est une Nukasa. C'est un objet mémonique qui permet à un historien de raconter l'histoire du royaume. L'association des perles, leurs couleurs, leur organisation, c'est à chaque fois des chapitres de l'histoire. Tous ces gestes de décolonisation muséale seront-ils suffisants? Pour ce doctorant de l'université de Kisangani, employé au musée depuis 5 ans, le malaise est beaucoup plus profond. Je pense que le plus grand intérêt que la Belgique doit d'abord faire, c'est un message d'apaisement au regard de tout ce qui s'est passé au niveau du Congo. Et cet apaisement ne peut être fait d'abord par un message d'esquisse conscient pour arriver à stabiliser le moral de l'ensemble du peuple congolais. Mais je pense, à mon avis, qu'au-delà de tous ces différentes polémiques ou ces débats, la science doit être au-dessus de tout. Cela fait plus de 15 ans que le directeur du musée suit de très près tous ces débats, notamment les dernières avancées en France. Le président Macron a entièrement raison quand il dit que ce n'est pas normal que 80% du patrimoine culturel africain se trouve en Europe, qu'il faut trouver des moyens pour assurer un accès beaucoup plus facile, assurer des moyens pour qu'une partie au moins une partie de ce patrimoine culturel peut être présenté en Afrique. Régulièrement en voyage en Afrique, le directeur connaît bien les musées du continent et les demandes de ses partenaires, notamment au Congo. J'étais encore au Congo le mois passé, ils ont 85 000 pièces d'objets ethnographiques. Mais donc c'est conservé dans un état qui est certainement pas optimal, pour dire le moindre des choses. Et donc il faut d'abord, enfin ce qu'eux ils me demandent, c'est d'abord un renforcement et un support pour conserver et restaurer les objets qu'ils ont actuellement. Et ensuite, dans un deuxième lieu, ils veulent parler de comment est-ce qu'on peut les aider à compléter leur collection. Alors ce haut responsable serait-il vraiment prêt à restituer une partie des 125 000 pièces de son musée? J'aime beaucoup le tambour.
petit test en direct. Je regarde cette pièce, je suis déjà en bonne humeur parce que j'entends déjà la musique, je vois tout le monde sourire, je vois l'ambiance, que les gens commencent à danser. Donc je trouve ça une pièce qui me donne toujours joie de vivre. Et si vous deviez la rendre? Ce sera avec beaucoup mal au cœur, mais je comprendrai la question. Si les Congolais trouvent cette pièce vraiment d'une importance telle qu'ils demandent la restitution, je la donnerai, mais je dis en même temps, est-ce que je peux l'emprunter pour une exposition temporaire que je la vois encore de temps en temps ici dans notre musée. Avec émotion et lucidité, dans ce premier musée colonial décolonisé au monde, le directeur vient de faire avancer un débat qui, en Belgique, ne fait que commencer. Voilà. Imaginez-vous l'inverse. C'est-à-dire, si en Afrique, on avait des trônes de rois, des anciens rois du genre Léopold, ou des rois français, ou des anciens rois allemands, on les mettait dans des musées, maison de Russell, dictionnaire Larousse devait corriger ce mot musée. Si on le mettait chez nous, comme des trophées, des chapeaux de rois que le peuple vénérait, des statues qui ont été remplacées par des statues de Jésus-Christ ou je ne sais même pas quoi, on a tout confisqué, tout pris pour remplacer par une autre culture, soi-disant pour être civilisé. Vous savez que, comme on dit en lingala, vous pouvez monter, descendre, l'homme est fait pour être connecté à la nature. On est ici en Occident, on est complètement déconnecté de la nature. Ce qui fait qu'on est déconnecté de la réalité. Et ce qui fait que notre cerveau croit à n'importe quoi, il est complètement perdu. Vous inventez un virus et les gens ils sont là. Voilà. Mais vous allez inventer les mêmes choses dans un village au fin fond du Papouasie, en Afrique ou tout ce que vous voulez. C'est des choses qui ne pourront même pas rentrer dans leur tête. Au contraire, ils vont vous traiter de fou. Donc imaginez ce genre de choses qui arrivent. Des musées en Afrique, des maisons de Russell. Vous imaginez? Et nous, on fait exposer ça partout. L'épée de Léopold, l'épée du roi qu'une personne a voulu voler à une ancienne époque que le roi Baudouin était venu au Congo. Ça fait tout un tollé. Vous imaginez ça exposé en Afrique? On serait traité de quoi? De quoi on serait-nous traité? Mesdames et messieurs, distingués invités, frères et sœurs, chers compatriotes, recevez nos salutations fraternelles et patriotiques les plus vivantes. Nos salutations à tout notre peuple éparpillé aujourd'hui dans les quatre coins de la planète. Je suis Zoulou Diabanza, porte-parole d'une organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage. Et nous sommes ici, je parlerai au nom de toutes les structures et le mouvement, justement, qui sur la place parisienne, en Europe et partout, se sont battus pour cette question de la restitution. Chacune de mes sœurs et frères pourra donner son nom, et puis je continue. Mireille Tchéoussi Robert de la Belgique. Anouetine Pomar, aussi de Belgique. Claïma Ungu de la Belgique. Christelle Pananzila de Belgique. Et Dido Lakama de la Belgique aussi. Du haut de cette tribune, sur la terre lumineuse du Congo, cette terre sacrée de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos parents, de nos enfants, en résumé, notre terre. Pour ces colloques scientifiques internationaux, dans la tradition de nos ancêtres du Congo profond, cela s'est dit les Kimazao, qui voudrait dire la science divine, dont la vocation est de conquérir le cœur éploré de l'Afrique et du Congo, le cœur meurtri et blessé
les cœurs soumis du Congo, car la science divine est capable de faire ce que la science humaine ne peut, comme vaincre la rancœur et l'esprit de la vengeance. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage au vénérable Mpanzu, lui qui incarne cette science divine dont la vocation est de conquérir, aller à la conquête. Et c'est pour vous dire que nous sommes ici pour conquérir. Conquérir le cœur de ceux qui sont réfractaires à la renaissance de l'Afrique et à la réappropriation ainsi qu'à la restitution de notre patrimoine et héritage culturel. Gloire et honneur à ces vaillants et méritants ancêtres qui, avant nous, ont lutté pour préserver notre âme, notre identité vraie, en un mot, notre civilisation. Ces dignes fils et filles d'Afrique ont refusé la soumission et la perte de notre profonde identité et âme sacrée, tous victimes des machinations colonialistes et impérialistes ainsi qu'esclavagistes, et qui ont su tôt que sans la colonne vertébrale et la racine culturelle, un peuple n'est rien. Je rends hommage à Nevita Yankanga, roi des Congo. Je rends hommage à Nzinga Vemba, apôtre de l'Afrique. Je rends hommage à Kimpavita. Je rends un vibrant et appuyé hommage à Simon Kimbangu, symbole vivant de la lutte pour l'émancipation de la race noire. Je rends hommage au roi Béanzin du Dahomey. Je rends hommage à Chaka Zulu et je voudrais rendre un hommage à Mbutamuntu Joseph Kasavubu, qualifié par son éminence le cardinal Maloula comme le premier batteur du tam-tam pour l'indépendance inconditionnelle et immédiate du Congo, ce qui a sonné l'éveil et le rassemblement du peuple africain du Congo. Gloire et honneur à Patrice Emery Lumumba, cet héros plurinational qui, le 30 juin 1960, a posé les bases de la diplomatie active, en plaçant la dignité collective du peuple noir et les intérêts stratégiques du Congo et de l'Afrique au-dessus de toute exigence et artifice protocolaire. Ainsi, le 12 juin 2020, au musée du Quai Branly à Paris, ensuite de Tervuren, d'Anvers, de Bergendal aux Pays-Bas, de Marseille, nous avons déclenché la diplomatie active comme méthode pacifique et digne du combat pour la restitution du patrimoine spolié et enfermé dans les prisons muséales occidentales. Qui sommes-nous? Nous sommes des activistes de la diaspora de l'Afrique et de partout qui ont réussi à mettre dans l'agenda politique et médiatique la question de la restitution du patrimoine africain. Nous sommes cette jeunesse dépositaire de notre héritage commun. Nous exigeons que dans toutes les étapes de ces combats, dans la conception des projets, dans la discussion avec l'Occident, dans la délibération et la prise de décision, que notre jeunesse y soit associée et impliquée pleinement. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, représentants du chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, la restitution du patrimoine africain n'est pas un acte de charité de la Belgique, de la France ou de l'Occident. C'est un droit inaliénable, reconnu à chaque peuple. C'est droit à l'autodétermination. C'est lui de chaque peuple de disposer de lui-même et en toute évidence de disposer de ses richesses, dont notre richesse culturelle. C'est aussi notre droit d'avoir accès à notre héritage culturel et cultuel. C'est pourquoi, au nom de toute la jeunesse, digne, courageuse, unie et consciente de l'Afrique, des Caraïbes, des Antilles, je m'écarte du discours mou et parfois tremblant du président Tshisekedi, je cite, « Je remercie la Belgique d'avoir gardé et conservé nos œuvres. Notre jeunesse panafricaine, nous condamnons fermement les viols, le recel et des actes de prévarication de la Belgique et ses semblables pour s'être accaparés de notre patrimoine. Monsieur le conseiller du chef de l'État, Madame la ministre de la Culture, en vos qualités et fonctions respectives,
vous n'ignorez pas que derrière chaque œuvre pillée et volée, c'est des villages entiers qui ont disparu. Des peuples, des cultures qui ont disparu à jamais. Des femmes violées, éventrées. Des enfants, hommes et vieux décapités. Des résistants brûlés vifs. Vous n'êtes sans ignorer que les musées occidentaux sont des prisons d'où sont enfermées nos énergies. Les fruits de notre propriété intellectuelle. En tout cas, les efforts de nos ancêtres. La plupart de ces œuvres ont vu leur dignité et sacralité bafouées, exposées à tout vu, déshabillées de leur manteau d'intimité sacrée. Nous n'avons ni à remercier ni à applaudir la Belgique, la France, les États-Unis, la Hollande pour leur acte de prévarication et de pillage. La restitution du patrimoine africain ne peut avoir lieu sans la réparation. Nous parlons ici des réparations historiques. La réhabilitation de la vérité historique, d'où les nations occidentales et européennes diront en fait et geste ce qui s'est réellement passé. Pour déclencher la réconciliation avec nous-mêmes et notre passé et susciter ainsi l'intérêt de notre jeunesse, leur curiosité et amour de notre patrimoine culturel et en particulier de nos œuvres et entités. Nous parlons aussi des réparations juridico-judiciaires, des réparations financières. Nous voulons être associés à la cogestion de ce qui adviendra si nos œuvres restaient par exemple à Tervuren ou d'ici et là, comment cet argent sera géré. Le fruit de l'intelligence de nos ancêtres. Nous voulons y être associés pleinement. Nous parlons aussi de cette réparation financière, afin que toute la manne financière amassée durant les expositions, les exhibitions de nos œuvres nous soit reversée. Ainsi, les prévaricateurs payera de ces actes ignobles. Cette restitution doit tenir compte de la réintégration de ces œuvres dans notre quotidien, dans nos espaces publics, de nos vies communes et dans nos structures sociétales. C'est pourquoi nous travaillons ainsi. C'est ainsi que j'appelle à la fois à la consolidation d'un front multiculturel anti-spoliation pour donner un coup d'arrêt à la spoliation de notre patrimoine de peuple. Cet appel est lancé aux peuples déshérités de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, des Amériques, de l'Australie, mais aussi aux clans, aux tribus, aux peuples, familles, dynasties royales, déshérités de leur patrimoine culturel, spirituel et historique. Je lance aussi cet appel à tout le mouvement panafricain, à tous les acteurs culturels, aux associations, pour qu'ensemble nous menons ces combats de la préservation, la réhabilitation de nos cultures, afin de redorer les blasons ternis et pour mener à bon ces combats de la restitution inconditionnelle et immédiate de notre patrimoine et héritage culturel. Mes frères et sœurs, mes très chers compatriotes, peuples du Congo, d'Afrique, des Caraïbes et peuples noirs, comme notre méthode pacifique est digne du combat pour la restitution du patrimoine spolié enfermé dans les prisons muséales occidentales, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, représentants de chefs de l'État, je voudrais vous dire que la boussole aujourd'hui qui conduit notre combat est simple et claire, et vous devez partager cette boussole aussi avec nous. On ne demande pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Je vous salue, unité, dignité, courage. Merci. Donc, on remarque que là, il y a des gens qui parlent de nos œuvres, nos œuvres, parce que ce sont les œuvres de nos ancêtres, qui ont passé plusieurs générations. La plupart des œuvres, on ne sait pas de quoi il s'agit, qu'il faudra se réapproprier et spiritualiser là-dessus pour savoir de quoi il s'agit, parce qu'on est complètement perdu. Mais il y a des gens à l'étranger qui discutent pour ça. Comment le restituer? Comment est-ce qu'il faut faire? Comment et comment et comment? Et nous, on est là. On va prier. On est complètement déconnecté. On va aller prier des Jésus et tout ce qui va avec. Sans se poser la question sur nos œuvres à nous, en fait.
d'autres kamites se posent la question, mais d'autres chrétiens, non, ils s'en foutent complètement. Ils sont complètement déconnectés. Ils vont voir ces œuvres qui vont arriver chez eux, ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Ils vont continuer à œuvrer, à prier pour une statue qui n'a rien à voir avec leurs ancêtres, mais des statues qui concernent leurs ancêtres, ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Pour vous dire à quel point on est complètement déconnecté. Déconnecté. Et allez-y pour se reconnecter à ça. Ils ont bien fait leur travail, hein. Ils ont bien fait ça. À la fin du 19e siècle, les troupes britanniques ont pillé des milliers d'œuvres d'art de l'Empire du Bénin dans l'actuel Nigeria. 9 Britanniques en mission furent tués au bord du royaume du Bénin. Lorsque la nouvelle arrive à Londres, les Britanniques lancent une expédition punitive. Une force de 1500 hommes avec les meilleures armes de l'époque dirigée par l'amiral Harry Rawson prend la ville de Bénin le 18 février 1897 au prix de lourdes pertes. La ville est pillée, incendiée et réduite en cendres par les Britanniques. Au cours de l'expédition, les Britanniques ont mis la main sur le trésor du roi qui porte le titre d'Oba. Plus de 2500 objets d'art se retrouvent ainsi sur le marché de l'art et dans les musées comme le British Museum. En 2015, Mark Walker, petit-fils de Herbert Walker qui avait participé à l'expédition, a rendu ces 2 objets en bronze. Aujourd'hui encore, les réclamations du roi se heurtent au refus de la part du British Museum. Le buste de Néfertiti a été découvert en 1912 à Tel Amarna, la capitale de l'Égypte durant le règne d'Akhénaton par une équipe archéologique allemande. Depuis la présentation officielle au public du buste à Berlin en 1924, les autorités égyptiennes n'ont cessé de réclamer son retour en Égypte. En 1925, l'Égypte menace d'interdire les fouilles allemandes dans les sites archéologiques si le buste n'est pas rendu. En 1929, elle propose de l'échanger contre d'autres objets mais l'Allemagne refuse. En 1933, Hermann Göring, ministre de la Luftwaffe, envisage de restituer le buste au roi Farouk Ier afin de le compter parmi les soutiens du régime nazi, mais Adolf Hitler s'y oppose et déclare qu'il va faire construire un musée où le buste serait l'attraction centrale. Aujourd'hui encore, l'Allemagne refuse catégoriquement de rendre l'œuvre d'art. Fondée vers 1625 dans l'actuelle République du Bénin, célèbre pour son organisation politique, son armée régulière de femmes guerrières appelées Amazones du Dahomey et son énorme patrimoine artistique. Le royaume du Dahomey fut dépouillé de ses œuvres d'art après la défaite du roi Béhanzin contre les Français en 1892. Une pratique habituelle depuis des siècles qui permet à la France d'obtenir d'importants biens mal acquis, répartis par la suite dans les musées et les collections privées. Aujourd'hui, le Bénin réclame ses œuvres mais la France nie le pillage colonial. Selon la France, le roi Béhanzin a offert son trône, son sceptre et les statues de son père et de son grand-père, de façon volontaire à ceux qui ont détruit son royaume. En 1937, suite à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, Mussolini ordonne l'enlèvement de l'obélisque d'Axum par les forces armées italiennes qui sera placé le 31 octobre 1937 sur la Piazza di Porta Capena à Rome. Mais les Éthiopiens n'ont cessé de réclamer l'obélisque. En 2004, l'Italie accepte de restituer l'objet volé mais ils disent ne pas pouvoir le transporter alors qu'ils l'avaient fait en 1937. C'est finalement en 2005 que l'obélisque a été transporté à Aksum avec des avions russes Antonov, grâce à une coopération entre l'Italie, l'Éthiopie et l'UNESCO. La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l'Égypte antique, portant 3 versions d'un même texte qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au XIXe siècle. La pierre a été trouvée dans la ville de Rosette en juillet 1799 durant la campagne de Napoléon en Égypte. C'est un jeune officier français, Pierre-François-Xavier Bouchard, qui remarqua cette pierre noire de plus d'1 mètre de haut lors des travaux de terrassement dans une ancienne forteresse turque. Lors de la capitulation française en 1801, les Britanniques victorieux exigent la livraison des monuments antiques dont la pierre de Rosette. C'est pour cela que la pierre se trouve aujourd'hui au British Museum.
L'Égypte réclame la pierre mais se heurte au refus des Britanniques qui ne veulent pas entendre parler d'une éventuelle restitution. Les Occidentaux, à l'époque, je parle bien de l'époque, hein, les Occidentaux de l'époque, ils ont bien fait le travail. Le but était de complètement nous effacer de notre spiritualité, notre connexion avec la nature, de nos esprits. C'était complètement de nous effacer. Et à la place, de les remplacer par des religions. Je pense qu'il doit en avoir deux en Afrique, musulmane et chrétienne. Et le travail a été très bien fait parce qu'on a tout fait. Ben, on aurait fait ça à l'époque aux Occidentaux, ça aurait aussi très bien marché. Mais à l'époque, on n'était pas à cette position-là. Donc pour vous dire qu'on peut beau pleurer la misère de l'Afrique, la misère de ci, la misère de là, les faits sont là. L'Afrique a tout. Mais on ne sait vraiment pas se connecter à l'Afrique. On ne sait absolument pas. Parce qu'on est déconnecté. On est en train de prier des choses qui n'ont rien à voir. Alors que nos ancêtres, ils étaient parmi les premiers sur Terre. Et ils savaient de quoi il s'agissait. Ils ont tout pris, ils ont amené ça chez eux, les Occidentaux de l'époque. Et on nous a traités de sauvages. On va leur coloniser, leur montrer le monde moderne. Ce qui est triste, c'est que j'ai été au Congo pendant un mois, au mois de juillet de cette année, 2021. Et je voyais tous ces gens qui vendaient des Versace, des Gucci, de je ne sais plus quoi, Louis Vuitton, toutes ces marques étrangères. Alors je posais la question à une personne. Mais comment ça se fait que tu vends toutes ces marques étrangères, tu ne vends pas tes marques à toi? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu, cette personne? Les gens ne s'intéressent pas aux choses de chez nous. Ils veulent des choses étrangères. Mais lorsque j'ai été en Italie, j'ai nullement vu des habits africains exposés, mis à part des Africains qui arrivent avec leurs œuvres, qui sont exposées par terre, que les gens n'en ont rien à foutre. Mais chez les Africains, des trucs étrangers comme Louis Vuitton, Gucci, tout le bazar, ça a une valeur pas possible pour eux, dans leur tête. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, soit on prend notre responsabilité, donner cette énergie à nos œuvres, à nos vêtements, à tout ce qu'on a, et là, ça sera vraiment très intéressant et il y aura beaucoup de valeur, ou soit on continue encore à se plaindre et à prendre tout ce qui est de l'étranger et à œuvrer. Voilà, je ne sais plus quoi ajouter dans cette histoire. Il faut dire les choses clairement. Il y a eu du vol, il n'y a pas eu des achats. Ils ont acheté quoi? Franchement, tu achètes et tu retires la culture à ces gens. Il n'y a pas eu des achats. Il y a eu vol, pillage et déconnexion complètement. Et l'Afrique était pour eux et ils venaient se servir. Et il suffit de voir ce que c'est l'Afrique maintenant. Soi-disant pauvre. Mais si l'Afrique est pauvre, je veux bien, il n'y a pas de souci, l'Afrique est pauvre. Alors pourquoi les États-Unis, l'Angleterre, non, les États-Unis, l'Europe, la Russie, l'Asie, pour se mettre en compétition, ils doivent tous piller l'Afrique. Mais l'Afrique est pauvre, c'est comme si des hommes riches, pour être riches, ils doivent piller un seul clochard. À la limite, ils vont complètement le couper en 6. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite en tout cas la bienvenue parce qu'il y a encore des tas de choses à vous raconter. Et pour ceux qui sont abonnés, je vous dis à très bientôt. Au revoir.